Alors dans la famille Cazeneuve, c'est Jean-René ce matin. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance du Gers et rapporteur général aussi de la Commission des finances. Le budget, c'est vous. Ça tombe bien puisque la réforme des retraites, elle est inscrite dans ce budget de la sécurité sociale. C'est une loi rectificative. Elle est contestée. À Auch, chez vous, plusieurs milliers de manifestants samedi. Un succès inattendu, titrait même la dépêche du Midi. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne m'inquiète pas et je trouve que c'est normal. C'est effectivement beaucoup de monde dans le Gers. C'est sur 200 000 habitants, vous avez donc 3 000, 4 000 personnes qui manifestent une fois par semaine. Il faut les écouter. Donc il y a une phase de concertation qui a été très longue, menée par la Première ministre, avec les partis d'opposition, avec les syndicats. Il y a eu cette phase de manifestation où le peuple français, une partie du peuple français en tous les cas, a exprimé un certain nombre de choses. Et dit non aux 64 ans. Donc si écouter, ça veut dire ne pas retirer, c'est un dialogue de sourds. Oui, mais c'est pas la rue qui gouverne non plus. Donc je crois que maintenant, c'est le temps du Parlement. C'est ce que nous avons attaqué. Et donc nous avons fait beaucoup bouger le texte initial suite à ces concertations, suite à ce qu'on a entendu. Moi, je vais évidemment au contact des Gersois, comme tous les députés. On va au contact de nos concitoyens et on fait évoluer ce texte. Est-ce qu'on peut bouger sur les 64 ans ? Non, parce que cette réforme, on l'a fait, vous le savez, c'est pas un choix politique. C'est un fait. Il faut absolument équilibrer notre système de retraite. Autrement, on va à la catastrophe. Et pour l'équilibrer, il faut travailler plus. Il y a d'autres solutions, mais elles ne sont pas bonnes. Alors, on les connaît, ces solutions, baisser les pensions, etc. Personne n'en veut, sauf ceux qui veulent augmenter les impôts. Est-ce que bouger autour des 64 ans, ça peut être d'aller chercher des financements complémentaires sur les super-profits, sur les entreprises, sur des petites cotisations supplémentaires? Vous savez, quand on dit ça, on remet en cause quelque chose d'assez fondamental. On dit, en fait, qu'on met fin au système de répartition, qui est quand même un système de solidarité qui nous unit entre générations depuis 1945. Si je devais résumer, ça serait moins de solidarité, plus d'impôts. C'est-à-dire qu'on va chercher par l'impôt ce que la solidarité n'offrirait plus. Ce serait un précédent très grave. Et ça voudrait dire que nous serions dépendants pour nos retraites de la santé, des entreprises, de la bourse, en quelque sorte. Je crois que personne ne veut, les Français sont très attachés à ce système de répartition, donc il faut s'y tenir, il faut que ce système par répartition soit équilibré. Solidarité, répartition, on peut augmenter la CSG des retraités les plus aisés, bien sûr, pour cofinancer. On a donné, si vous me permettez l'expression, oui, au début du premier quinquennat, ça a râlé. 2018. Et moi, j'ai entendu pendant 5 ans toutes les oppositions, celles qui sont aujourd'hui dans la rue, en tous les cas qui poussent les Français dans la rue, nous dire « vous avez baissé les pensions des retraités, c'est absolument scandaleux, etc. etc. » Et maintenant, ils nous disent que peut-être il faudrait baisser les pensions des retraités. Ça n'est pas ce que nous choisissons. Nous voulons maintenir les retraites, les pensions des retraités. D'ailleurs, nous voulons augmenter les petites retraites dans la réforme que nous faisons. Le fameux 1 200 €. Le fameux 1 200 €. Mais pour carrière complète, sans avoir eu de temps partiel, les conditions sont drastiques. On peut les assouplir peut-être. Peut-être, ça fait partie des choses qu'on va voir au cours de ces débats. On l'a déjà assoupli, ça devait être simplement pour les nouveaux retraités. On l'a élargi à l'ensemble des retraités, donc c'est presque 2 millions de retraités qui vont pouvoir en bénéficier. Je ne doute pas qu'on puisse encore faire progresser cette loi, mais notre objectif, ça n'est pas de baisser les retraites. On rappelle quand même que dans les fameuses projections du corps, le poids des retraites par rapport aux actifs va baisser de l'ordre de 20 points relatifs sur la période étudiée. Donc attention à ne pas paupériser nos retraités. Alors, il y a aussi l'enjeu des fameux trimestres travaillés avant 21 ans. 5 trimestres ou moins. Est-ce qu'on peut faire moins, par exemple un seul trimestre, comme le dit Aurélien Pradier, sans que ça coûte trop cher? Ça coûte 10 milliards. C'est ce que dit le gouvernement, lui, il dit ça coûte 2. Maintenant, plus personne ne sait ce que ça vaut, que 1 milliard, 10 milliards, oui, le quoi qu'il en coûte. On a l'impression, probablement que le quoi qu'il en coûte nous a donné de mauvaises habitudes. Même chose, qui aujourd'hui peut nous reprocher d'avoir fait le quoi qu'il en coûte? Vous voyez que l'économie française a tenu, elle a traversé le Covid tant bien que mal, et elle nous a permis de rebondir. Ce rebond, il a eu pour effet d'augmenter significativement les recettes de l'État en 2022. Réinvestissons-les dans ce cadeau à ceux qui ont travaillé très tôt. Les entreprises le réinvestissent. Les entreprises ont payé plus de 60 milliards d'impôts sur les sociétés, donc un niveau record d'imposition et de contribution. C'est ça qui permet de financer notre politique sociale.
Sur les trimestres, vous ne bougerez pas. Vraiment, un trimestre, c'est trop. Quand vous passez de 5 trimestres à un trimestre, vous changez considérablement le modèle économique. Donc non, on ne peut pas changer par rapport à ça. Je vous sais, les Français travaillent aujourd'hui 63 ans et un mois ou 2 mois. En réalité, déjà. Donc si vous changez ce paramètre, vous ne changez rien. Est-ce que vous voterez cette semaine? Il reste des milliers d'amendements. Les débats se terminent vendredi soir à minuit. Est-ce que vous irez au vote ou pas? Je l'espère. En tous les cas, nous, on a déposé un nombre raisonnable d'amendements pour améliorer cette loi. D'autres ont fait le choix inverse. Vous savez, moi, je pense que la femme de la semaine, c'est Marine Tondelier. Vous savez, la patronne des Verts. La patronne des Verts. Elle nous a annoncé il y a 3 semaines qu'elle voulait transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Eh bien, elle a réussi. Donc, c'est pour moi la femme de la semaine, entre les obstructions, toutes les motions de rejet, référendaires, de commissions spéciales, le nombre incalculable de rappels au règlement fait qu'on avance très 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 lentement les 17 000 amendements de la NUPES. Donc je le regrette, j'espère qu'ils vont choisir parmi leurs amendements ceux qui ont du sens, ceux qui font avancer le débat et que nous pourrons aller au bout de cette loi. Et puis dans cet effet ZAD, il y a eu l'incident Thomas Porte, un des députés LFI, qui a posé sur Twitter avec son écharpe tricolore et le pied sur un ballon avec la tête du ministre du Travail. Il est suspendu 15 jours. Quelle leçon retirez-vous de cet incident ? Écoutez, moi je suis attristé ou indigné, je sais plus ce qu'il faut utiliser comme mot. C'est cette accumulation d'attaques de nos institutions, si vous voulez, c'est un danger terrible. Mais c'est un parti révolutionnaire, il s'en cache pas. Oui, il s'en cache pas, mais je ne sais pas qui sortira gagnant de ça, si vous voulez. Je pense qu'ils misent effectivement sur l'effondrement de nos institutions. Ils attaquent nos institutions les unes après les autres. Ils attaquent les fondements de notre République, les fondements de notre démocratie. Je pense que c'est terrible, si vous voulez. Et je pense qu'il faut se ressaisir. Moi, j'en appelle vraiment à la classe politique. Ressaisissons-nous. On ne peut pas. On a voté il y a 2 ans une loi pour protéger les élus locaux qui eux-mêmes sont attaqués par les concitoyens, sont insultés, sont agressés. Ne le faisons pas non plus au niveau des élus nationaux. Et vous craignez qu'à terme, vos concitoyens du Gers se disent on va aller vers le Rassemblement national parce que là, au moins, il y aura de l'ordre? Mais ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à le faire. Moi, je suis sur une terre de tolérance, je suis sur une terre radicale, une terre d'accueil pendant des siècles où le rassemblement n'est pas arrivé. Aujourd'hui, le rassemblement, il pèse 20%. Le Rassemblement national, il pèse 20% dans un département comme le Gers. Et il fera 25 ou 30 si effectivement la France insoumise, la NUPES, continue cette politique de l'excès, de la provocation. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Et du rejet de l'autre, d'opposer les France. Pour voter vendredi, il faut que les amendements tombent, sinon on n'aura pas assez de temps. Il faut aussi trouver une majorité. Vous sentez les Républicains évoluer vers un vrai vote à vos côtés ? On l'a déjà vu, il y a eu beaucoup de votes, quand même, en une semaine. Oui, il a parfois manqué 18, 20, 25 députés LR. Oui, on voit bien que les LR sont partagés, 2 tiers, 1 tiers, ou 3 quarts, 1 quart. Je pense que ça suffira pour qu'on puisse voter cette loi. La majorité est très unie, contrairement à ce que certains ont pu imaginer. Donc il y aura quelques petites modifications qu'il faudra faire aussi, je crois. Mais la majorité est unie. Je pense que les Républicains, en tant que tels, l'institution, le parti est lui sans ambiguïté par rapport à cette loi qui correspond à ce qu'elle souhaite depuis des années et des années. Donc il n'y aurait pas de logique à ce qu'ils ne votent pas. Maintenant que quelques-uns aient une trajectoire personnelle et une sociologie aussi d'électeurs aussi. Une aventure présidentielle personnelle qui les amène à se débarquer pour le futur, ça les regarde. Ça c'est Pradier. Probablement, ça les regarde, mais je pense que ça ne grandit pas ceux qui font ce genre de choix. Alors il y aura d'autres rendez-vous dans la rue le 16 février, mais surtout le 7 mars. Et le 7 mars, les syndicats nous annoncent une France à l'arrêt. C'est normal, c'est inquiétant, ils vont y arriver ? Écoutez, je ne sais pas. Je crois que les Français n'en veulent surtout pas. Moi, je rencontre des commerçants, des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et qui ont subi de nombreuses crises. Des commerçants qui sont passés tant bien que mal au travers du Covid, qui sont passés tant bien que mal au travers de cette crise énergétique. Et imaginez qu'on va encore avoir des journées, des semaines pendant lesquelles ils vont pas avoir d'activité économique. Donc, je veux dire, les Français n'en veulent pas. Les Français ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que le pays soit bloqué. Ils veulent vivre normalement.
Dans ce moment compliqué au Parlement et dans la rue, est-ce qu'il n'est pas temps que le président de la République reprenne la parole sur cette réforme ? Il l'a fait, il a dit sans des ambiguïté. petites choses, faut pas bloquer la France, etc. Mais il n'a pas fait un grand discours, une grande allocution télévisée sur les retraites. Il l'a fait pendant la campagne, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il l'a fait au début de cette... Maintenant, on est dans la phase parlementaire, donc c'est évidemment à la Première ministre, au ministre Dussopt, Attal, de prendre le sujet, de défendre ce projet auprès du Parlement. Donc il est dans son rôle. Alors jeudi, profitant de la niche parlementaire des socialistes, un texte est passé, a été voté, parce que la majorité avait quitté l'hémicycle. La nationalisation d'EDF, qui sera privée de toute possibilité de vendre par tranche EDF. Pourquoi êtes-vous contre ? Vous avez vitupéré contre cette décision ? Oui, ça c'est vraiment ce qu'on fait de pire en politique, c'est de la gesticulation politique. Si je donnais une minute pour vous expliquer. Le gouvernement, via Elisabeth Borne, a annoncé en juillet 2022 qu'on allait prendre le contrôle à 100% d'EDF. On a fait donc une offre publique d'achat à 12 euros pour donner les moyens à EDF de développer en particulier son programme nucléaire qui est tout à fait stratégique pour la France et qu'on avait probablement un peu négligé dans les années à venir. Et pour privatiser ce qui est rentable, dit la gauche. Non, mais pas du tout, pour privatiser. Et c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette loi-là, eh bien, on aurait eu le contrôle à 100% par l'État d'EDF d'ici avril ou mai. Et puis là, vous avez des élus de la NUPES qui arrivent 6 mois après et qui ont dit « Tiens, si on faisait la même chose !» Pour s'approprier, c'est un peu la mouche du coche, si vous voulez. Tiens, on va faire ça. Et ce qu'ils ont fait, pourquoi nous sommes intervenus de manière très violente ? Parce qu'ils ont rajouté dans ce texte, qui était sur la nationalisation, des amendements sur l'extension du bouclier tarifaire à l'ensemble des entreprises jusqu'à 5000 personnes. C'est un peu technique, mais c'est à la fois un cavalier législatif, article 45. Donc ça n'a pas de valeur juridique, c'est à la fois une violation évidente de l'article 40 de la Constitution, parce que ça porte une charge pour l'État de 18 milliards d'euros, si vous voulez. Donc, une fois de plus, après nous avoir dit la NUPES, la République, c'est nous, ils viennent de nous expliquer que la Constitution, c'est nous. D'accord ? Ils ne respectent rien. Donc, la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu participer à cette mascarade. Jean-René Cazeneuve, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe. Christophe Orbier, demain 7h45, votre invité sera Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône.